Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, ça y est, nous voilà en live. On est, voilà, désolé, il y a eu des contraintes techniques. Ça arrive quand on se connecte à travers le monde avec des outils magnifiques, mais qui parfois nous créent quelques complications. Mais on est là avec Marie-Pierre Moll. Marie-Pierre, je suis ravie de te rejoindre, que tu nous rejoignes pour cette interview et ce partage surtout. Et ben voilà, je vais déjà te laisser te présenter, puis ensuite on va commencer à avancer ensemble autour de cette thématique qui nous est chère et sur laquelle on a vraiment envie d'aborder plein de facettes cette semaine autour de la reconversion, l'expatriation et la reconversion. Alors, je te laisse te présenter déjà. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup de ta patience. Bravo pour cette initiative et peut-être qu'après avoir travaillé en ligne pendant 2 ans, on est devenu trop confiant de pouvoir à tout moment se connecter avec tout le monde sans difficulté. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui qu'il suffit de passer de l'un à l'autre pour qu'il y ait un petit quelque chose qui coince dans les tuyaux, ce qui est, je crois, ce qui s'est passé. Alors, comment me présenter? Je m'appelle Marie-Pierre Moll, je vis à Singapour. Je suis arrivée à Singapour en 90 et contre toute attente, j'y suis encore en 2022. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas passé toutes ces années à Singapour. Entre-temps, j'ai un petit peu exploré d'autres horizons. Je ne suis pas non plus, enfin, quelqu'un qui peut se vanter d'avoir été expatrié dans de nombreux pays. Singapour en 90, c'était ma première expatriation. À la suite de ça, nous sommes rentrés à Paris, d'où nous arrivions. Nous sommes restés très peu de temps à Paris, à peine 2 ans. Et après, nous avons bougé à Aix-en-Provence. Et je pense qu'il sera peut-être important de parler des défis de ces changements et de ces changements dans le couple, parce que je dirais l'expatriation, ça apparaît comme une difficulté entre guillemets évidente, mais je crois que la difficulté, il y a quelqu'un qui l'a mentionné hier, c'est les difficultés du parcours de la vie, ou les aventures ou les opportunités du parcours de la vie qui sont finalement un petit peu les mêmes en expatriation et pas en expatriation, et peut-être parfois plus facile à surmonter en expatriation, où il y a beaucoup de gens pour nous épauler, beaucoup de gens pour comprendre que c'est difficile, que quand on vit ces changements dans son propre pays, où il n'y a pas nécessairement plein de gens pour vous attendre. Donc, après avoir quitté Paris pour la plus belle ville de France, après Paris, et j'ai bien entendu mentionné Aix-en-Provence, nous avons passé un certain temps. J'ai découvert une autre magnifique ville d'Europe, Genève. Et puis au moment où nous nous attendions absolument pas à repartir, mon mari et moi, nous sommes revenus à Singapour en 2010. Alors, pour aller un petit peu droit au but et résumer ce qui, vous l'avez compris, correspond quand même à 30 années depuis ma première arrivée à Singapour et oserais-je dire beaucoup plus depuis le début de mon expérience professionnelle. J'ai refait un petit calcul. J'ai eu en gros 10 jobs différents. Quand je dis 10 jobs, ça veut dire que 10 employeurs, y compris parfois moi-même, puisque finalement, quand on ne trouve pas d'employeur, la meilleure solution, on l'a bien compris, c'est de s'auto-employer. Donc, ça fait quand même 10 jobs qui ont tous, bien entendu, quelque chose en commun, mais qui sont quand même 10 jobs différents. Ouais. Voilà. Donc, j'ai commencé dans l'enseignement. Ma formation, j'avais une formation économie avec un DEA d'économie. À l'époque, on avait des DEA. Vous voyez, je suis un peu illustratrice. Et Sciences Po Paris. Donc, l'avantage de la formation de Sciences Po Paris, pour tous ceux qui s'interrogent pour leurs enfants, parce que ça, Sciences Po a beaucoup changé depuis mon époque, bien entendu avec beaucoup d'améliorations. C'était déjà une école merveilleuse dont j'ai gardé un merveilleux souvenir, mais ce qui est sans doute, je crois, la plus grande qualité de cette formation, c'est que ça nous apprend à être toujours prêt à repartir pour d'autres défis. Et ça, je crois que c'est la plus grande arme qu'on peut avoir dans la vie,
Alors bien sûr, c'est pas mal de compléter cette formation avec une formation un petit peu plus, peut-être, je dirais, précise, technique, encore que ça a sans doute peut-être changé aussi dans la formation que propose Sciences Po aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai démarré en fait dans l'enseignement, puisque tout de suite après avoir fini mon DEA, j'ai commencé à enseigner à Paris 2 et à Sciences Po, et que ce que j'aime certainement, c'est apprendre et partager avec les autres ce qui me tient à cœur, ce qui me semble intéressant. Et je crois que ça a été un petit peu le fil directeur de toute mon expérience professionnelle. Au cours de cette expérience professionnelle, j'ai appris que ce que j'aimais, c'était la communication, partager, être avec les autres, être avec les autres. Et voilà. Et je crois que c'est autour de ça que j'ai bâti à chaque fois ma nouvelle expérience professionnelle et mon nouveau projet professionnel. Et bon, aujourd'hui, je fais quelque chose qui peut sembler très différent, puisque quand je suis revenue en 2010, j'ai décidé cette fois de m'engager directement. Je dis directement parce que j'ai dans le domaine de la culture et de l'art. Je dis directement parce que j'ai toujours été intéressée par l'art et la culture et le lien entre l'art contemporain et l'histoire contemporaine. Mais là, en démarrant une galerie d'abord pop-up, puis physique, puis en ligne, je suis directement dans un métier très différent. Mais c'est vrai que la façon dont je fais ce métier est tout à fait en lien avec ce qui me tient à cœur depuis le début, c'est-à-dire utiliser l'art comme un vecteur pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, et puis comme un vecteur finalement pour se sentir mieux. Je pense que la chose merveilleuse depuis que je fais ce métier, c'est, j'aime bien dire que je suis devenue une petite marchande de bonheur. Il y a plein de façons de faire du bien aux autres et d'essayer, entre guillemets, de vendre du bonheur, mais c'est ce que j'ai découvert avec des œuvres d'art. En général, une personne qui achète une œuvre, que ce soit une œuvre, alors sauf si c'est purement un très gros collectionneur qui investit, mais même les gros collectionneurs, je pense qu'il y a souvent des coups de cœur, et quand on se décide à acheter une œuvre, ça prend du temps, il y a un peu de réflexion, et ceux qui se décident, on ressent souvent une espèce d'illumination de la personne, qui est quelque chose d'assez merveilleux comme expérience. Ouais, il y a quelque chose qui a apporté aussi dans leur vie, une sorte de richesse, quoi, qui s'offre à travers ce... Garder avec soi. Ok. Comment quand tu es arrivé donc, la première fois, quand tu es arrivé à Singapour, tu as quitté Paris, donc tu avais ton job, etc. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es sentie, comment tu l'as vécu cette arrivée à Singapour, cette première expatriation, parce qu'on en parlait d'ailleurs hier en disant la première, elle est quand même hyper marquante, quoi, parce qu'il y a vraiment, on apprend tout, il y a plein de premières fois finalement. Oui, bien sûr, c'est quelque chose dont je me rappelle très, très, très bien, de façon très, très précise, pour les raisons que tu as rappelées. Bon, d'abord, la première chose, c'est que c'était vraiment un projet qu'on avait fait à deux. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est un projet qui avait mûri pendant plusieurs années. Alors, quand je dis un projet d'expatriation, disons qu'on avait un projet familial qu'on avait nourri à deux et qui passait par un changement. Donc, à l'époque, j'avais déjà mes 4 enfants qui étaient nés quand même en 5 ans, ce qui est une merveilleuse chose parce que ça permet de laisser beaucoup de temps après, quand on a ses enfants assez jeunes et qui viennent très vite. Comment dire, j'avais un job intéressant, on vivait dans le centre de Paris, c'était merveilleux, mais c'était quand même un peu difficile avec les 4 enfants. Et donc, on avait essayé de réfléchir à des moyens de donner le meilleur à nos enfants et de simplifier un petit peu notre organisation logistique au quotidien, tout en continuant tous les deux à faire des choses intéressantes. Et il est vrai que de ce point de vue-là, Singapour était une destination vraiment merveilleuse qui offrait beaucoup d'avantages pour élever une famille. Je crois que c'est une destination qui, maintenant que nous avons passé les aléas du Covid, mais les aléas du Covid, ils ont été difficile partout. Hein. Je crois que quand j'écoute les témoignages autour de moi, c'était difficile à Singapour, c'était difficile partout. Ça reste une destination où il est quand même plus facile que dans beaucoup d'autres endroits d'élever une famille. Donc, on est
partie, c'était un projet à deux. Moi, j'avais un projet professionnel immédiat. Je suis partie dans l'idée de continuer à faire ce que je faisais. Alors, la seule chose que l'on apprend, c'est qu'il faut être flexible quand on bouge. Et c'est-à-dire, je pense que c'est important de partir avec un projet, mais c'est important aussi de savoir faire évoluer ce projet. Ouais. Donc, j'ai tout de suite été rattachée à l'ISEAS, l'Institut d'études d'Asie du Sud-Est. Et en fait, je ne me suis pas très, très bien intégrée, on peut le dire, dans l'équipe. Par contre, j'ai adoré découvrir Singapour, découvrir des cultures que je ne connaissais pas, un environnement que je ne connaissais pas, une histoire que je ne connaissais pas. Donc, pour tous ceux qui disent que Singapour, à l'époque, c'était ennuyeux, qu'il n'y avait pas de culture, moi, je suis une fan de culture, je suis une fan d'art, et j'ai vraiment été complètement engloutie et prise par tout ce que j'ai découvert. Et je remercie l'opportunité que j'ai eue de démarrer avec une activité professionnelle, entre guillemets, que je pouvais faire à mon rythme. Et donc, à ce moment-là, aider ma famille à s'intégrer, mon mari voyageant énormément. Et moi aussi m'installer, me créer des réseaux et découvrir la région. En découvrant la région, j'ai découvert, je me suis fait des amis et qui m'ont encouragée peut-être à chercher dans d'autres directions professionnelles. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de la Chambre de commerce de Singapour, qui à l'époque était une toute petite structure qui n'a rien à voir avec la structure que certaines d'entre vous peuvent connaître aujourd'hui. Par contre, je peux quand même m'enorgueillir un petit peu d'avoir contribué à un changement assez fondamental de la structure pendant les années où j'étais là-bas. Pas uniquement grâce à moi, mais parce que les années 90 ont été des années dorées, où il y avait de l'argent, où les entreprises avaient des moyens financiers pour faire beaucoup de choses en dehors de ce qui était le cœur de leur métier, peut-être moins de contraintes, de contrôle financier aujourd'hui, ce qui permettait de beaucoup donner aux autres, ce qui est aussi, je pense, une mission sociale de l'entreprise. Et peut-être un petit peu moins reconnu aujourd'hui, où on vit dans un monde très, très financiarisé. Et voilà, on a fait énormément de choses à cette chambre. Moi, j'ai été recrutée localement et j'ai été remplacée par quelqu'un qui a été recruté sur un poste d'expatrié. Donc, c'est vous dire qu'il y avait eu des changements. Mais encore une fois, ces changements, ce n'est pas juste moi qui les ai rendus possibles. J'ai eu un président extraordinaire, des vice-présidents extraordinaires qui découvert un métier qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Et j'ai appris que j'étais heureuse dans mon métier, dans l'exercice de mon métier, quand il y avait beaucoup de monde autour de moi et quand il y avait une grosse partie relations publiques et communication, ce qui a été ça, important. c'était ta première reconversion, en fait, hein, d'aller diriger cette chambre de commerce. Qu'est-ce qui t'a aidé à y aller? Qu'est-ce qui t'a aidé à te sentir peut-être légitime à ce moment-là, à te dire, ben voilà, j'y vais, et à peut-être mettre en place aussi des choses pour, voilà, pour te sentir, enfin, pour y aller avec toute la qualité que tu es, en fait. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a soutenu? Qu'est-ce qui t'a poussé? Ouais. J'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a deux choses. Bon, la première, je pense que c'est quand même quelque chose que l'on porte en soi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu pour projet d'avoir une activité professionnelle. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Je réfléchissais avant cette rencontre. Je crois que j'ai vraiment eu la chance de grandir entourée par 4 femmes merveilleuses. Il faut quand même que je profite de ce moment pour le dire. La première, très importante, était ma grand-mère. La deuxième, peut-être avant ma grand-mère, ma maman, pour qui j'ai eu toujours beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, même si nos relations ont été compliquées pour des raisons que vous comprendrez, et les 2 sœurs de ma maman. Donc, dans un environnement très féminin du côté de maman. Maman a eu cette expérience extraordinaire. Maman s'est mariée à 20 ans. Maman, quand elle s'est mariée à 20 ans, était en première année de médecine. Elle a dit à son mari, OK, on se marie, mais je terminerai mes études. Elle a dit ça et elle l'a fait.
Moi, je suis née Ouais. après 1 an. Donc, maman a eu énormément de mérite. Ça a été très dur pour elle et pour moi parce que, voilà, parce que c'était très compliqué d'avoir une petite fille et de faire 10 ans d'études de médecine. Mon frère est né 5 ans après, donc elle a eu un peu de temps, mais enfin quand même. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère. Et je suis très fière de dire que ma grand-mère, donc qui était née en 1901, était une femme qui avait fait des études, qui avait eu une activité professionnelle avant de se marier. La sœur aînée de maman a eu une activité professionnelle toute sa vie après avoir eu des déboires assez compliqués dans le début de sa carrière pour des raisons personnelles. Et la deuxième sœur de maman, dont je suis très fière aussi, était avocate de métier. Elle a été premier bâtonnier du Val-de-Marne au moment donc où les barreaux périphériques ont été constitués dans la région parisienne. Et voilà, mes deux tantes ne se sont jamais mariées, mais elles ont eu vraiment une activité professionnelle très, très riche. Donc, Et c'était voilà. dans ton ADN aussi de continuer ta Oui. carrière, quoi. C'était important pour toi. Et j'ai toujours entendu dire par ma grand-mère que, bien entendu, chez moi, il y avait des valeurs familiales très, très fortes. Donc, c'était important de fonder une famille, mais c'était important qu'une femme soit indépendante. Et ma grand-mère a traversé, comme toutes les grand-mères de cette génération, de guerre mondiale. Ses grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu des périodes très, très difficiles auxquelles les jeunes d'aujourd'hui qui ont connu les années très, très faciles de l'après-guerre n'ont aucune idée de tout ce que ces gens ont vécu. Et moi, j'entendais toujours ma grand-mère me dire, tu sais, Marie-Pierre, monter dans la société, c'est facile. Descendre, c'est difficile et ça fait mal. Et il faut être prêt à ça. Et c'est pas parce que aujourd'hui tout va bien, qu'on a un bon mari, que demain ça ira toujours aussi bien. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, y compris la guerre. Et on a vu récemment que la guerre peut être à nos portes. La guerre, c'est pas juste quelque chose de très très loin, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à dépasser. Et les deux guerres mondiales ont profondément changé la société française. Moi, ça, j'en suis consciente parce que ma grand-mère, j'ai été très largement éduquée par ma grand-mère. Mais déjà, moi, je suis un peu une ancêtre. Alors, les jeunes, ils n'ont aucune idée. Et voilà. Et même si on a un mari formidable, tous les jours, il peut arriver quelque chose qui remet en cause le confort, l'équilibre de notre vie. Et si on est à deux, on est juste 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus solide que si on est tout seul. Donc moi, j'ai toujours eu ce projet-là. Je ne me suis arrêtée pour la naissance d'aucun de mes enfants. Alors c'est vrai que j'ai eu mes enfants jeunes et que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie. C'est pas donné à tout le monde, mais disons voilà, quand on peut le faire, il faut pas oublier de le faire. Et je me suis arrêtée, enfin assez peu, quand il y avait vraiment des raisons objectives et des obstacles qui faisaient que, voilà, il y a des moments où même si on dit j'arrête pas, et des petites pauses. Donc ça c'est comme ça quand je suis arrivée. Et bon, donc je dirais il y a mon environnement familial, mon mari. Je veux dire quand on s'est mariés, on avait tous les deux des idées très claires sur ce qu'on voulait faire de notre vie ensemble. Donc bien entendu il y avait des valeurs familiales au centre de la formation de notre couple. Et on n'a pas eu 4 enfants par hasard, mais il y avait aussi l'idée qu'on aurait tous les deux une carrière. Je ne suis pas sûre d'avoir fait une carrière, mais qu'on aurait tous les deux une activité professionnelle et que l'un et l'autre respecteraient cette activité professionnelle. Et donc ça, c'était très clair entre nous. Après, le besoin de s'épanouir de chacun, c'est ce que j'ai voilà. dit. Donc ça, je pense que c'est quand même ce qu'il faut mettre en premier. Mais après, le grand miracle de l'expatriation, c'est que ça donne beaucoup d'opportunités de rencontres. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et que ça donne des opportunités de rencontres beaucoup plus et plus intéressantes, je dirais, que ce que l'on peut avoir lorsque l'on reste chez soi. Pour plein de raisons. D'abord, ça permet de rencontrer et de se rapprocher de gens d'origine sociale très, très diverses. Et on a beau avoir les meilleures intentions du monde, et on a beau ne pas vouloir être bloqué dans la petite case dans laquelle la société nous a fait naître. C'est très difficile de ne pas sortir.
Ouais. de son environnement social. Alors que tout ça éclate en expatriation. En général, il y a 1, 2, 3, 4 écoles maximum lorsque on est dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés. Et donc, Mhm. quand il y a une école, tout le monde se trouve Tout le réuni dans monde se cette école, retrouve. quelle que soit l'origine sociale de ces personnes, quel que soit le niveau professionnel actuel de ces personnes, quel que soit l'âge. On a la merveilleuse opportunité de devenir amis avec des gens plus âgés que soi, avec qui sans ça, on ne serait jamais devenu amis. Et donc, on a l'opportunité extraordinaire d'écouter ce que les autres ont vécu. Et quand on pense, oh là là, c'est dur, et que les autres rigolent, ils disent, non mais attends, là, tu penses que c'est difficile ce que tu vis? Moi, je vais t'en raconter 2 ou 3. Et on se dit, Ouais. bon, peut-être qu'il faut mettre les choses en perspective. Et On puis, prend du on a recul. l'opportunité d'être avec des gens beaucoup plus jeunes. Et alors ça, c'est quand même merveilleux, parce que quand on est avec des jeunes, ça entretient toujours la jeunesse. Donc, voilà. Mais donc, pour en Cette venir mixité, en fait, très... c'est cette mixité qui Ah oui, finalement nourrit et ouvre aussi oui. le champ des possibles et le champ des possibilités aussi professionnelles pour Ça, le c'est coup. extraordinaire. Et pour en venir à ta question précise, il y a une personne, précisément, qui a beaucoup compté. Parce qu'en Ouais. fait, on était un peu toutes les deux dans la même situation. Ouais. On était toutes les deux économistes de formation. Maintenant, je ne me rappelle plus si elle avait fait aussi Sciences Po, mais peu importe. Et toutes les deux, on cherchait un peu le dream job à Singapour. Moi, Ouais. quand je suis arrivée, les gens me regardaient comme un zombie, hein. Maintenant, à peu près toutes les femmes travaillent, mais à l'époque, j'étais un zombie. Quand je suis arrivée, on m'a demandé si c'était parce que mon mari gagnait pas assez d'argent ou si je savais pas jouer au Ouais, tennis. on est d'accord. Ouais. Ouais. Bref, on n'insistera pas là-dessus. Mais donc, toutes les deux, on cherchait notre dream job. Et vraiment, pour dire la vérité, quand le poste s'est libéré, elle aurait aimé le prendre. Hmm. Elle est rentrée en France. Et elle m'a un peu investi d'une mission. Elle m'a dit, Marie-Pierre, tu n'as pas le droit de ne pas prendre ce job. Tu vas le faire pour moi. Et Ouais, c'était super. assez extraordinaire. C'était vraiment un moyen extraordinaire de motiver quelqu'un d'autre que de dire j'aurais aimé le faire. Ouais. Euh, Ouais. Hyper frustrant, mais si c'est toi, je trouve que c'était d'une Vis-le pour nous, générosité. quoi. Enfin, vis-le pour nous deux, quoi. En fait, Oui, c'était c'est ça. cette idée vraiment d'une solidarité entre les femmes, Ouais. Ouais. d'une solidarité entre ceux et celles qui vivent la même chose et de pouvoir se sentir enrichi de la réussite de l'autre. Et Hmm. là, je n'avais pas le choix, que je ne Ouais. pouvais pas dire non. Ah, Voilà. c'est chouette. C'est chouette. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis oui, que tu étais un peu un zombie à ce moment-là, parce qu'effectivement, le côté pourquoi elle veut travailler, ça arrive encore régulièrement, hein, on peut être encore dans ce cliché-là. Et donc, ça demande quoi en soi d'avoir, tu vois, pour vraiment suivre son chemin et garder ouais, pas son objectif, enfin, ce qu'on a envie de vivre enfin, dans sa vie. Qu'est-ce que ça t'a demandé peut-être de dépasser ou de déployer en toi pour pouvoir tenir ton cap et ce que toi, tu avais envie de vivre? Et même vous, parce que tu parles beaucoup du couple, hein, finalement, c'était une Oui, intention oui. de couple. Oui, honnêtement, je crois que ça m'a jamais vraiment dérangée, parce que c'était tellement clair pour moi Ouais. que alors, voilà, je dis ça m'a jamais vraiment dérangée. Si, d'ailleurs, si je le mentionne, c'est bien que ça m'a dérangée. Mmh. Si ça m'avait pas dérangée, j'aurais totalement oublié. Donc Ouais. ça m'a surprise et puis parfois ça m'a dérangée parce que je sentais parfois une certaine agressivité, parmi d'autres femmes qui comprenaient pas ce que moi j'essayais de vivre. Bon, ensuite, moi, je suis convaincue que, bon, chacun, il n'y a pas une façon de vivre sa vie, hein. Il y a pas une bonne façon. Il n'y a pas Mmh. celles qui ont raison de faire une carrière, il n'y a pas celles qui ont raison de faire du bénévolat ou plutôt d'avoir une activité rémunérée. Bien Ce sûr. qui est important, c'est d'arriver à être à peu près sûr de ce qu'on veut faire, Mmh. pourquoi on veut le faire, comment on veut le faire. C'est plus vite dit que fait. Mais Oui. une fois que on est à peu près certain de ça, bon bah il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on aimerait mieux que les autres soient un petit peu plus positifs, un petit peu moins critiques. Mais à partir du moment où, en plus dans le couple et dans sa famille,
on sait pourquoi on fait les choses qu'on fait. Ouais, ouais. Pas vraiment de raison de ne pas y arriver. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais voilà. Et en quoi ça change pour toi l'expatriation, de par ton expérience et puisque tu as pu aussi observer autour de toi, le fait que justement la femme garde son activité, enfin, ou développe son activité professionnelle? Est-ce que ça change quelque chose dans le regard ou dans le vécu de l'expatriation, même à l'échelle familiale? Je ne suis pas sûre de comprendre exactement la question que Ben, tu... de mon point de vue et de ce que je peux observer, tu vois, je trouve que le fait que les deux puissent s'épanouir, en fait, poursuivre leur épanouissement professionnel, ça change toute l'aventure de l'expatriation, ça la rend peut-être plus durable, ça la rend plus partagée. Enfin, je trouve qu'il y a une union aussi, comme tu parlais du couple de tout à l'heure et du projet. Je trouve que ça change la dynamique de l'expatriation à l'échelle de la famille et du couple. Dans Non, le sens où si justement il n'y a que le mari qui a trouvé et puis la femme qui patiente, entre guillemets, parfois, et c'est le cas. alors, ça c'est clair. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, je crois que ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a aussi maintenant des maris qui suivent leurs femmes. Oui, exactement. Et donc, il ne faut pas dire qu'il y a uniquement les femmes qui Dans un sens souffrent. ou dans un autre, effectivement. Et je pense que c'est encore plus difficile pour un homme que pour une femme. Ouais. Parce que pour une femme, il y a la raison, ou je dirais l'excuse de la Oui. maternité. Et Oui. donc, ah ben oui, on ne travaille pas Mm. de façon rémunérée et professionnelle, entre guillemets, mais c'est parce qu'on est dédié à ses enfants. Et donc, c'est une excuse que l'on se donne à soi-même et c'est une excuse de la société, entre guillemets, qui Exactement. est bien contente de profiter de cette excuse pour reléguer les femmes dans la place où la société souhaite les maintenir. Mm. Mais bon, je dirais c'est un peu confortable. Pour les hommes, c'est franchement inconfortable parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Et pourquoi un homme déciderait pas à un certain moment de sa vie de rester au foyer, de laisser une chance à sa femme? Je crois qu'on voit de plus en plus de couples dans lesquels, justement, par rapport à la gestion de l'expatriation, c'est un peu chacun son tour. Donc, Mm. il y en a Mm. un qui saisit l'opportunité C'est ça. d'un job à l'étranger et Ouais. l'autre s'engage à le suivre. Et Ouais. puis, il y a la fois d'après, c'est l'autre qui dit, ah ben, pousse, maintenant, moi, j'ai une opportunité, maintenant, c'est toi qui me suis. Ouais. Et je pense que c'est assez extraordinaire. La conclusion de tout ça, c'est que pour bien vivre, c'est vrai que, quoique, enfin, je ne sais pas s'il y a un modèle pour vivre en société, mais la famille est quand même une façon assez épanouissante de vivre sa vie et que quand on est à deux à se soutenir, c'est toujours plus facile et que pour se soutenir à deux, il faut communiquer, il faut être sur la même longueur d'onde, il faut avoir les mêmes objectifs et que, bien sûr, si les deux arrivent à s'épanouir dans l'expatriation, c'est beaucoup plus facile. Mm. Après, ceci étant dit, vous pouvez imaginer, avec mes 10 expériences professionnelles, que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'imagine. Et justement, j'allais te poser la question en disant, mais quand tu es parti donc, de Singapour pour rentrer en France, comment tu l'as vécu? Parce que du coup, là, tu lâchais le job de la chambre de commerce, c'est ça? Mm-hmm. Ça a été un crève-cœur. Un Ouais. crève-cœur, on peut bien le dire. Ça a été assez dur. C'était tellement dur que j'ai d'abord espéré que je pourrais continuer à travailler, soit en travaillant à la chambre de commerce avec Singapour à partir de la chambre de commerce de Paris ou dans le réseau des chambres de commerce. Bon, en même temps, quand je suis rentrée en France et quand je suis rentrée à Paris, j'avais le gros avantage de retrouver mes réseaux. Et donc, moi, je n'avais pas avancé, entre guillemets, dans le domaine dans lequel je pensais avancer. J'avais Mhm. pris une voie différente. Ouais. Mais, mais tous mes amis d'université, eux, avaient avancé. La plupart, entre-temps, étaient devenus professeurs d'université. Mm. Et j'avais une expérience qui était quand même intéressante dans le domaine de l'économie. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, c'est pas compliqué. En quelques mois, j'ai trouvé 3 jobs. Donc là, Super. effectivement, j'ai trouvé un job comme contractuel d'abord à l'université de Sceaux comme enseignant en, euh, en enseignant à l'époque c'était DESS d'économie à l'université de Sceaux. Ouais. J'avais aussi des vacations à Paris 1
Et puis, j'ai eu un job très intéressant zut, ça y est, j'ai un blanc. Dans un institut de recherche en économie internationale, dont le nom m'échappe, qui était à l'époque dirigé par un grand monsieur qui s'appelle Pisani-Ferry. Et donc là, moi, je m'occupais de leur club d'entreprise. Donc, c'était à la fois pour travailler à ma formation d'économiste, à mon expérience à la Chambre de commerce. C'était extrêmement intéressant. Et donc, en fait, c'était les économistes de cet institut de recherche qui m'avaient aidé, il faut bien le dire, à obtenir les vacations à Paris 1 et mes connaissances qui m'avaient aidé à obtenir, parce que dans la vie, malgré tout, les choses se font par réseau. Quand les gens vous connaissent, vous font confiance, savent que vous n'allez pas faire de vagues, enfin, si ce n'est des bonnes vagues, pour faire avancer les choses. Et que oui, donc le réseau est important. Hein. Ouais, le réseau est important. Et puis, de revenir, enfin, soit de garder le contact quand on s'en va, en disant, bah, voilà ce que je fais, etc. Alors, Ou quand on revient, de reconnecter. Ouais, vas-y, dis-moi. Ne jamais penser qu'on passe à autre chose. Ne jamais penser qu'on passe à autre chose et que, bon, il y a des choses qui ne sont pas bien passées, il y a des gens qu'on n'a pas aimés. C'est pas grave. On ferme la porte et on s'en va. Non, on ferme jamais la porte. On retrouve, même si on essaye d'élargir ses cercles, on retrouve toujours les mêmes gens, pour le meilleur et pour le pire. Donc, à nous de faire que ce soit pour le meilleur et de savoir s'appuyer sur les gens qu'on a eu la chance de rencontrer, parce que toute rencontre est toujours une chance. Et voilà. Et il faut entretenir ces réseaux. Je ne dis pas que je le fais formidablement, mais par contre, il y a une chose que j'ai appris, c'est que c'est extrêmement précieux. Et ne jamais s'imaginer que oh là là, celui-là, je ne l'aimais pas, hein, je ne le reverrai plus jamais. Et je pense que c'est en cela où ça facilite les reconversions, tu vois, peu importe les localisations, j'ai envie de dire géographiques ou les domaines dans lesquels on va travailler. Parce que finalement, le fait d'avoir ce lien-là, les gens nous suivent dans nos parcours et pensent à nous. Enfin, c'est pas déconnecté, c'est pas je disparais puis hop, je réapparais, etc. Alors, bien entendu, quand on revient à côté d'eux géographiquement, on peut réactiver un peu plus, mais le fait d'avoir cet environnement ou ce réseau autour de soi et de donner des nouvelles de temps en temps, ça permet que justement cette reconversion ne soit pas une toute nouvelle page blanche sur laquelle on part de rien en fait. Absolument. Mais vraiment, on s'appuie sur toute notre expérience passée qui s'est bien passée, sur lequel on s'est démarqué peut-être, tu vois, il y a eu une vraie reconnaissance de ce qu'on a pu faire. Et même si on va dans un job un peu différent, bah, toute cette, je dirais, aptitude, capacité, etc., bah, elle reste en fait et on peut la retranscrire. Et donc, on peut nous parler de nous aussi de cette façon-là. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que disait, j'ai écouté un petit peu le témoignage de Domitilla hier. Et que nous soyons enfin, on a des expériences complètement différentes, mais il y a beaucoup de choses qui ont été en résonance avec ce que j'ai vécu, et en particulier ce que tu soulignes, c'est-à-dire finalement ce qu'elle expliquait, c'est que l'activité qu'elle a démarrée dans l'expatriation la plus difficile, c'est grâce à des contacts qu'elle avait gardé, des personnes qui sont revenues vers elle, qui l'ont encouragée à redémarrer. Et bon, alors, c'est à des niveaux différents. Ça peut être d'anciens clients, ça peut être d'anciens collègues, mais c'est l'importance de s'appuyer sur son expérience passée, passée. Ok. Et quand donc de Paris, tu bascules à Aix, c'est dans ce sens-là? Ça a été plus difficile parce que le passage à Paris a été très court. Et donc ça, je dirais, bon, ça a été d'abord frustrant parce que après un an à Sceaux, mon poste avait été transformé en poste de maître assistant. Alors, je n'ai pas souligné parce que Domitilla ou je ne sais plus laquelle, qui parlait du nombre de fois où il faut donner sa démission. Ah oui. Donc, quand j'ai quitté Paris, j'ai pas tout de suite donné ma démission. J'étais quand même titulaire. Alors, je faisais partie de cette génération qui a eu la chance d'être titularisée rapidement. Je savais que c'était une chance. Donc, au début, je me suis mis en disponibilité. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas sympa d'être en disponibilité. On bloque un poste. Et donc, les professeurs avec qui je travaillais me disent, Marie-Pierre, vous êtes sûre, vous voulez
continuer à être en disponibilité. Et je dis, bah non, je comprends très bien. Donc, et puis, j'ai eu aucun problème d'ailleurs quand je suis revenue à Paris. Donc là, de nouveau, au bout d'un an, on propose un poste de maître assistant. Et ce poste de maître assistant, je l'ai occupé pendant un an. Et au bout d'un an, je n'ai pas décidé de devenir turbo-prof, j'ai donné ma démission. Et ça, c'est un peu difficile. Mais c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, je pense que le plus difficile pour moi, ça a été d'arriver à Aix-en-Provence, professionnellement, je veux dire. Parce que là, je n'avais pas de réseau, parce que je venais quand même de faire un gros effort pour écrire un cours de deuxième année. Ça demande quand même un petit investissement intellectuel et un petit investissement en temps. Et puis voilà, donc j'arrivais dans un endroit où j'avais pas de réseau. J'avais mes aînés qui étaient des adolescents, qui quitter Singapour pour arriver à Paris, rester 2 ans à Paris, repartir. On en a parlé aussi avec dans les précédents témoignages. S'il y a un moment qui est plus difficile pour la famille, enfin pour les enfants, c'est l'adolescence. Et Paris, c'est une ville extraordinaire pour les adolescents. Alors, si ce n'est que pour les parents, c'est peut-être pas l'endroit le plus sécurisant, mais en même temps, quand même assez facile. Aix-en-Provence, à l'époque, ça voulait dire que s'il n'y avait pas une maman pour les conduire tout le temps, une maman chauffeur, c'était quand même très, très compliqué. Et là, ça a été plus compliqué. Finalement, alors qu'on était dans ton pays quand même. Alors que j'étais dans mon pays, voilà, dans une ville qui, tout le monde dit, mais c'est super agréable d'habiter à Aix-en-Provence. Donc mon mari, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, n'était jamais là. On avait déménagé pour lui, mais il n'était jamais là. Donc les enfants me disaient, mais maman, on ne comprend pas. On a déménagé pour le travail de papa, mais papa n'est pas là. Papa va à Paris très souvent. Alors je disais, mes enfants, vous êtes trop petits. Un jour, vous comprendrez. Un jour, je vous expliquerai. Ouais, c'est vrai. Donc, et alors, voilà. Comment tu as réussi à rebondir, du coup, à Aix? Alors, justement, en fait, il y en a un certain nombre qui ont parlé de la chance qu'on a avec les opportunités. Mais bon, bien entendu, on a toutes beaucoup d'opportunités dans notre vie. Le tout est de les voir et de les saisir. Donc là, c'est vrai que j'ai une amie de Singapour qui m'a approchée, qui avait monté une société de relocation à Paris et qui cherchait une correspondante à Aix-en-Provence. Bon, c'était pas du tout le job que je pensais faire, mais je me suis dit, finalement, un job, c'est un job. Les enfants n'arrêtaient pas de me demander, mais alors, maman, quand est-ce que tu recommences à travailler? Vous pensez bien que les adolescents, ils n'ont aucune envie d'avoir une maman qui vienne les chercher au lycée, aucune envie d'avoir une maman qui soit à la maison quand ils rentrent de l'école tout le temps. Mais maman, quand est-ce que tu recommences à travailler? C'était tellement bien à Paris, ils pouvaient regarder la télé en sortant de l'école jusqu'à ce que moi je rentre. On avait beau tout bloquer, ils savaient tout débloquer. Et puis quand je rentrais, tout le monde était à sa table de travail. Donc, je caricature un peu, mais vous connaissez tous ce que je raconte. Et voilà. Et donc, je ne dis pas que j'aurais fait ce job de relocation pendant 10 ans, mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que c'est assez sympathique quand on a soi-même vécu l'expatriation, de pouvoir aider concrètement, mais aussi, je dirais, moralement et humainement, les personnes qui sont un petit peu en détresse, en leur disant, non mais attends, moi je suis passée par là aussi. Donc, tous les problèmes matériels, c'est pas des problèmes, on va les régler. Et si tu veux, on parle des autres choses. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, dans une belle région. Et c'était très enrichissant. Ça te permet peut-être de reconnecter avec cette période d'expatriation aussi. Voilà. Et c'était aussi ma première expérience, en fait, d'entrepreneuriat, puisque donc, je travaillais de façon, je dirais, très, très souple avec le bureau de Paris, mais moi, j'avais entièrement monté ma structure à partir de rien. Donc, à la fois au niveau légal, au niveau organisation, moi, je gérais tout et j'ai tout monté à partir de rien
à Aix-en-Provence. Alors, à partir de rien, non. En fait, le gros avantage que j'avais, c'est que j'avais un pied à l'étrier du point de vue commercial. Et Oui, donc, après, tout le travail qu'il y a à faire autour quand on crée son entreprise, ça, je l'ai vécu pour la première fois. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit, ben, on peut le faire 2, on peut le faire 3, on peut le faire 4. Donc, c'est ça. Et donc, tu as laissé ton entreprise quand tu es partie d'Aix, en fait. oui, mais je dirais, bon, c'était pas mon dream job. Donc, Oui, je l'ai fait avec plaisir parce que ça s'était rattaché à l'expatriation. Je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir que ça a amené un petit peu de, ça a amené des revenus supplémentaires à un moment de notre vie où on avait nos 4 enfants qui démarraient les études et où c'était pas du tout négligeable. Que bon bah moi c'était tout à fait dans mon projet de ne pas avoir d'interruption professionnelle parce que bon ça on le sait aussi, il suffit pas d'avoir fait des bonnes études. Si on fait des bonnes études et puis qu'on ne démarre pas une activité professionnelle, euh, c'est plus facile quand on sort des études que quelques années après. Et toutes les interruptions professionnelles, quelles que soient les bonnes raisons qu'on a eues de le faire, enfin, d'interrompre, sont ouais. un obstacle à une reprise de l'activité. Donc, pour ces raisons, j'étais très contente d'avoir La cette continuité, en expérience. fait. Ouais. Oui, oui. Mais bon, c'est pas le job que j'ai laissé. Oh, et puis j'oublie un gros avantage de ce job. C'est quand même bon, moi j'avais monté ma structure, j'étais toute seule à Aix-en-Provence, donc c'est l'autonomie et quand même l'organisation de son emploi du temps comme on veut. Bon, déjà avec un peu mon profil, j'ai démarré en travaillant à l'université. À la chambre de commerce, c'était un peu différent parce que j'étais vraiment au service des entreprises. Mais en même temps, quand on travaille dans ce type de structure et qu'on est à la direction de ce type de structure, on a beaucoup d'autonomie. Oui. Il y a à la fois des emplois du temps qu'il faut respecter, mais beaucoup d'autonomie dans la conduite de son travail. Et si je regarde un petit peu tout ce que j'ai fait toute ma vie, Ouais. bon, voilà, j'apprécie cette autonomie. Il y avait cette Donc, autonomie-là, ouais, d'organisation. organiser son travail, pouvoir dire non quand on a envie de dire non. Et par contre, ne pas avoir peur quand on est dans un métier de service, de travailler les week-ends, les dimanches, mais Oui. de temps en temps, enfin, d'avoir du temps qu'on peut réserver pour soi. Ça, c'est quand Hmm. même une très, très grande richesse dans l'activité professionnelle. Ça te permettait un équilibre aussi entre les différentes sphères de vie, quoi. Oui, oui. Ok. Et donc, Genève, t'as pu aussi poursuivre ta carrière? Alors Genève, ça a été difficile aussi, parce que Genève, c'est aussi un marché du travail un peu difficile quand on arrive en tant que C'est ce que Française. j'allais te dire, en fait. Hein. C'est aussi intéressant parce que il y a la reconversion, il y a soi, mais il y a le réseau, puis il y a aussi l'environnement en fonction de chacun des pays. C'est pas le même contexte, en fait. Hein. Oui, pas si facile que ça. Alors là, je vais vous dire le truc que j'ai utilisé. Euh, bon, là aussi, hein, on avait nos enfants qui étaient en... parce que nous, les problèmes, l'avantage, c'est qu'ils sont groupés, hein, comme sont nés tous les Oui. 4 ans, 5 ans. Ouais. Mais quand ils sont là, ils sont assez aigus, y compris Ouais. quand c'est des problèmes financiers. Donc, c'était pas mal que je retrouve un job, même si mon mari avait un beau job. Et, euh, et puis, parce que voilà, c'était quand même mon projet, hein, et notre projet à nous deux. Euh, donc là, je me suis donné une règle très simple. Je me suis dit, tous les jours, quoi qu'il arrive, tu feras des candidatures. De préférence, au moins 3 candidatures. Et donc, ça peut avoir un côté un peu absurde, hein, parce que il y a des jours où vraiment on ne voit pas à quelle offre on va Ouais. répondre. Et ça veut dire qu'on tire un peu euh, par les cheveux sa réponse par rapport à sa compétence. Ouais. Mais j'ai envie de dire, si on a envie que ça marche, c'est un bon truc. Hmm. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'astreindre tous les jours à regarder les offres et tous les jours à se dire, bon, peut-être que je pourrais faire ça. Et puis, Ouais. j'y vais. Et puis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bah, on va me dire non. Et puis, Ça. à chaque fois, on apprend. Pourquoi ils m'ont dit non? Qu'est-ce que je pourrais dire pour les convaincre, etc. J'ai vraiment fait ça Ouais. euh, jusqu'à ce que ça marche. Alors après, il Ça ne faut pas apprend rêver. vraiment à amener une autre lecture, en fait, à ton parcours, enfin, à ton CV, hein, finalement. Hein. Dans la façon dont tu as procédé là, c'est comment par rapport à ce job-là, je pourrais lire
d'une Oui, autre façon, raconter une autre ouais, histoire pour que ce ouais. soit plus en cohérence avec les requêtes, enfin ouais, les demandes de ce job-là finalement. Alors, après, il ne faut pas rêver aussi quand, dans des contextes un peu difficiles, on trouve un job, c'est peut-être aussi parce que le job est difficile. Donc, j'ai eu la grande chance de trouver un job super intéressant à l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où Ouais, je travaillais au service de formation continue. ouais. Euh, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été Mmh. facile. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que les détails n'ont pas d'importance. Un détail très très concret, c'est Lausanne, c'est pas très loin de Genève, mais par contre pour aller à l'EPFL, c'est pas un train direct. Donc Mmh. ça veut dire qu'on perd beaucoup de temps dans le changement et en hiver il fait froid. Bon moi j'étais déjà un peu tropicalisée, pas totalement mais déjà un peu euh, et, euh, et donc le mieux c'est de prendre la voiture. Mais si on prend la voiture, ceux qui connaissent la région de Genève et la route Genève-Lausanne, non seulement il y a beaucoup de, comment on appelle ça, euh, beaucoup de contrôle de vitesse, Ouais. beaucoup de raisons de se faire flasher si on va trop vite, et puis il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, si Mmh. on ne veut pas avoir d'embouteillage, ça veut dire qu'on part très tard, et très tôt et qu'on rentre très tard. Enfin, c'est dur, c'est dur. Ouais. Mmh. Et ça a l'air de rien, mais les transports dans le travail, Bah ouais. c'est dur et ça fatigue. Mais l'important, c'est de se remettre le pied à l'étrier et Mmh. de se refaire un réseau et de re-rentrer sur le marché du travail. Ouais. Ce que j'ai Ouais. fait, je me suis fait une amie qui est devenue une de mes meilleures amies à l'Université de Genève. Et puis, ça a donné l'idée à une de mes anciennes collègues de l'université en France de me proposer un poste pour lequel finalement c'était pas si facile de trouver la bonne personne. Et donc là, pour dire donc comment les choses se sont passées, je ne suis pas restée plus d'un an et demi, 2 ans à l'université de Lausanne, mais j'ai commencé à travailler comme indépendante pour donc le service de formation continue de l'université de Genève et pour l'AERS, qui est l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement scientifique. Et donc D'accord. là, moi, j'étais ce que l'on appelle avec un grand mot l'expert pour tout ce qui était questions internationales et relations avec les entreprises. D'accord. Donc ça, c'était un job hyper intéressant puisque ça consiste en fait à faire des missions d'évaluation dans toutes les grandes universités. Donc j'ai Mmh. été à Sciences Po Lille, à Sciences Po Bordeaux, à l'université de Montpellier. Et donc moi, ce qu'on me demandait, c'était d'écrire un tout petit rapport, je dirais, euh, sur les relations effectivement de l'université avec pour ce qui était de International. l'international et pour ce qui était des relations avec les entreprises. Mmh. Et c'était vraiment. Et ce qui était merveilleux, c'est que par définition, donc dans toutes ces missions, donc on allait sur le terrain, on rencontrait des gens. La mission était dirigée par un président ou une présidente d'université, un Mmh. groupe d'experts donc de différents d'origine de différentes matières universitaires. Et Ouais. donc ça veut dire que, enfin, pour moi, j'étais qu'avec des gens autour de la table que j'étais contente de rencontrer, Ouais. avec qui j'avais des choses intéressantes à partager. Alors, il y a des gens qui pourraient dire c'était des bonnets de coton. Eh bien non, pas du tout. Les présidents d'université, en général, c'est quand même des gens d'un certain niveau. Et c'était la présidente d'université, pour dire la vérité, qui avait la grosse responsabilité. Moi, je Mmh. faisais que des choses intéressantes, que des choses sympas. L'émission, je pouvais dire oui ou non. Si j'étais pas disponible, je pouvais dire non. Donc, le job parfait existe, je l'ai rencontré. J'adore. Il y a très peu de jobs dans lesquels on peut faire des choses intéressantes en ayant de la flexibilité, en ayant du Oui. temps pour soi. Et ça, Mmh. c'est toujours, il faut trouver le bon équilibre. Mais la Ouais. grande difficulté de l'équilibre, c'est que la grande majorité, j'aurais envie de dire 99% des jobs intéressants sont des jobs qui prennent tout le temps, qui prennent tout notre Mmh. temps. Mmh. Et c'est très, très difficile de trouver un job dans lequel on peut dire non et où on va revenir vers vous et encore penser à vous. Parce que d'habitude, Ouais. si on dit non, là, on n'est pas disponible pour elle, elle aille cultiver son jardin. Et Ouais. là, honnêtement, il y avait une grande flexibilité. Et puis, attendez,
on va sur le terrain 3, 4 jours. Après, on a un mois et demi pour écrire son rapport. C'est quand même assez royal. Alors, il faut dire la vérité. C'est pas non plus le plus rémunérateur de la Terre. Mais au moins, intellectuellement et du point de vue équilibre vie de famille, pour nourrir 5 personnes avec ça, je ne l'aurais pas fait. Mais donc, c'est vrai que ce n'était pas le job parfait non plus. Mais ce n'était pas le but. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui me vient aussi dans ce que tu dis. Oui, pardon. Et quand tu dis remettre le pied à l'étrier, c'était pas facile au début, tu sais, quand tu es allé à l'école à Lausanne. Ce qui me vient aussi, c'est que finalement, pour accéder à ces opportunités qui vont plus nous plaire, c'est aussi d'être en permanence là, tu vois, c'est aussi d'être en permanence en mouvement, peut-être dans des postes qui sont à peine là où on a envie d'être, peut-être à ce moment-là, parce qu'il faut s'adapter, mais c'est pour rebondir et aussi pour montrer qu'on est encore dans la sphère, quoi. Et c'est vrai que si la posture, elle est plus en attente pour dire maintenant, ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai envie de faire ou à ce que j'ai fait avant, etc., bah déjà, on loupe tout le développement du réseau et de l'enrichissement des opportunités, mais en plus, on est caché, entre guillemets, du monde professionnel parce qu'on est sorti, en fait, du cadre. Je ne sais pas si ça te parle, ça. C'est exactement ça ce que je voulais partager. Et je pense que pour moi, ça a été une grande leçon. Et je pense que si ça peut encourager d'autres à faire comme ça, c'est merveilleux. On a tendance à reprocher aux chasseurs de tête, aux gens des ressources humaines, de nous mettre dans une boîte. Ce qu'il ne faut pas, c'est nous mettre nous-mêmes dans une boîte. On ne peut pas le reprocher aux autres. Et c'est vrai que c'est ça le risque, c'est de ne pas oser ou de ne pas savoir se projeter dans autre chose. Et c'est vrai que la vie professionnelle, c'est être dans un réseau, avoir des contacts. Et si on n'a pas ce réseau et si on n'a pas ce contact, la première chose, c'est de re-rentrer dans un réseau, dans un environnement professionnel et de s'y mettre. Alors, c'est vrai que ça peut passer aussi d'ailleurs parfois par un travail bénévole pour montrer qu'on sait faire, pour développer avec plus de confiance des nouvelles compétences. Il y a une façon, mais l'important, c'est de rester le pied à l'étrier. Alors, si c'est comme ça qu'on s'accomplit, hein, on va dire, il n'y a pas non plus d'obligation. Mais c'est vrai que à travers, moi, les différentes expériences que j'ai eu la chance d'avoir que des expériences très enrichissantes. Et je pense que chacun, dans son identité, dans sa personnalité, peut trouver dans ses expériences professionnelles, parce que l'avantage des expériences professionnelles, c'est que ça nous ouvre aux autres et que c'est là où on s'enrichit. Oui, c'est ça. Puis on s'enrichit, on accumule des choses en fait, peu importe le job ou même le projet associatif auquel on est lié, hein, mais on s'enrichit et ça vient compléter, même des fois affiner ou faire évoluer un projet professionnel auquel on a pensé. J'avais envie de te demander quelles sont pour toi peut-être les postures ou qu'est-ce qui peut aider en fait pour pouvoir rebondir à chaque fois comme ça. Il y a le mot de l'humilité qui me vient beaucoup. Je ne sais pas si ça te parle. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour savoir, finalement, j'allais dire appréhender, ouvrir, voir les opportunités, parce que c'est vraiment ça. Souvent, elles sont là, mais on ne veut pas les voir en fait. On n'accepte pas de les voir. C'est certain qu'il faut savoir avoir beaucoup d'humilité. Il faut savoir avoir l'impression de repartir un peu à zéro, même si c'est jamais le cas. Parce que malgré tout, même si c'est pas très amusant de toujours de voir les années qui passent nous enrichissent. Ouais. Mais moi, je pense que ce qui est quand même très important, c'est les gens dont on est entouré, les gens dont on s'entoure. C'est pas toujours facile. Il y en a un certain nombre dans les témoignages que j'ai entendus. Il y en a plusieurs qui l'ont mentionné. C'est pas toujours si facile, surtout pour celles qui recommencent des nouvelles expatriations, mais aussi, comme on le disait, ceux qui déménagent même dans le même pays. À chaque fois, il faut recommencer à aller vers les autres. Mais il n'y a que en allant vers les autres que on peut
arriver à grandir. Je pense que tout seul, sauf à être un savant cosinus peut-être, sauf à être quelqu'un de très très individualiste, il y a des gens qui s'épanouissent tout seuls. Mais moi, mon truc, ça a toujours été de rencontrer d'autres personnes qui, elles, m'aidaient à découvrir une nouvelle voie, à me donner confiance, à trouver des opportunités. Bon, moi je fonctionne beaucoup par modèle. Alors, ces modèles, ça peut être dangereux, mais ça encourage. Donc moi, j'aime bien identifier autour de moi des gens dont je trouve que la vie et l'expérience est quelque chose qui vraiment est un modèle que j'aimerais faire. Donc, quand je travaillais à Paris 2, je voudrais en parler, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur et après comme directeur de thèse une femme qui avait 4 enfants et qui était arrivée là où elle était arrivée, là aussi une génération encore avant moi. Et donc, je me suis toujours dit, puisqu'elle l'a fait, c'est possible. Si je ne fais pas, c'est juste que je ne déploie pas assez d'énergie. Bon, de même qu'on peut avoir des modèles qui sont des mères de famille formidables. Et donc, on peut se dire, oh là là, mais moi, je pense tellement à mon boulot, peut-être qu'il faudrait que je pense un peu plus et un peu mieux à mes enfants. Bon, parmi les modèles, j'ai eu aussi beaucoup de très grands professeurs quand j'étais étudiante à Paris, quand on a la chance d'étudier à Paris, à l'université à Paris. Donc, je repensais encore quelqu'un comme Badinter. Et ça, c'est pour dire un peu, peut-être, comme les modèles peuvent vous amener à vous tromper. J'ai eu beaucoup de professeurs très brillants qui m'avaient fait penser que j'avais envie de faire une carrière universitaire. Et la carrière universitaire, c'est vrai que c'est formidable. Avec mes 4 enfants, quand j'ai démarré, j'ai eu la chance d'avoir très vite un poste. Je parlais de flexibilité. C'est vrai que j'ai toujours travaillé, mais j'ai jamais eu des horaires de bureau. Devoir arriver à 8 heures du matin, avoir quelqu'un qui regarde si je suis bien là à l'heure, rester jusqu'à je ne sais pas quelle heure, toujours organiser mon travail de façon flexible. Donc, de ce point de vue-là, c'était formidable et je ne m'étais pas trompée. Par contre, je me suis rendu compte, quand j'étais à Singapour, qu'en fait, là où vraiment j'étais contente, c'était quand il y avait plus de communication, de relations avec les autres et que passer des heures dans les bouquins, oui, j'aime bien dans les bouquins, j'aime bien apprendre, mais peut-être pas au point de faire une carrière universitaire, académique, etc. Donc, je pense que ces modèles, parmi les gens qu'on rencontre, ça donne de la confiance, ça encourage, pas nécessairement pour faire la même chose, mais pour aller de l'avant. Et pour dire, voilà, ils sont passés à travers ces épreuves, on va y arriver aussi. Oui, donner quelques pistes et puis, puis se dire qu'ils ont réussi, on peut y arriver aussi, quoi. Enfin, en tout cas, nous donner l'élan d'y aller, quoi. Oui. Et Singapour, alors, comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui tu aies ce job-là et comment ça a évolué, comment il y a eu ce lien aussi par rapport à tout ce que tu avais vécu, en plus, là, pour le coup, dans cette parenthèse française et suisse? Alors, quand je suis revenue, je n'étais pas si enthousiaste. Donc, mon mari m'a apporté cette nouvelle en pensant que j'allais être super contente parce que j'avais eu des années professionnelles très intéressantes pendant notre premier séjour. Et donc, là, c'était quand même dur. C'était quand même dur parce que si on reprend le compte, ça allait être mon 10e départ. Et que sans s'essouffler, et même si on est content de tout ce qu'on a fait après chacun des départs, il y a un moment où on peut se dire non, mais on va s'arrêter quand, c'est pas ça. Et donc, quand on est arrivé, d'abord j'ai dit écoute, ok, mais ce sera pas pour 3 ans. Si j'y vais, ce sera pour 10 ans. Donc déjà, j'ai rempli mon contrat. Et puis j'étais arrivée comme toujours avec mon projet. Donc, en travaillant pour les universités, il m'avait semblé qu'il y avait un besoin d'un meilleur accompagnement
des étudiants qui faisaient les programmes d'échange interuniversitaire à l'international. Et donc là, je m'étais imaginé que j'allais pouvoir mettre quelque chose de ce type-là en place pour l'université dont j'étais moi-même issue. Et puis, bon, voilà, assez rapidement, je me suis rendu compte que non, que ça n'allait pas marcher, que même si l'idée était sans doute pas mauvaise, que ça ne marcherait pas, en tout cas pas pour moi, que ça faisait trop longtemps que j'étais sortie du système pour que je puisse être considérée comme la bonne personne. Et donc, j'ai commencé à regarder autour de moi, et il y avait un projet qui me trottait dans la tête depuis un moment, qui était effectivement un projet lié à l'art et à la culture. Et il se trouve que quand je suis revenue à Singapour, il y a beaucoup de choses qui avaient changé depuis le moment où j'allais quitter Singapour. Mais ce qui avait changé en particulier, c'était la scène culturelle et les efforts du gouvernement en matière d'art et de culture. Et en réfléchissant un petit peu à ce que je n'avais pas fait pendant mon premier séjour, je me suis dit que ce qui était le seul défaut de mon job à la Chambre de commerce, c'est que par définition, je donnais la priorité à la communauté française. C'était mon job, c'était de travailler pour la communauté française. Et que, de ce fait, entre ma famille et mon job pour la communauté française, je ne m'étais pas autant intégrée que j'aurais pu le faire à la communauté locale. Et il m'est paru que j'avais une deuxième chance. Et qu'en travaillant dans le domaine de l'art et la culture, non seulement je travaillerais dans un domaine qui était pour la première fois un domaine que je choisissais un peu plus par passion qu'auparavant, même si j'ai toujours adoré tout ce que je faisais. Mais là, c'était plus par intérêt personnel et par passion. Mais qu'en même temps, ce serait vraiment un moyen d'avoir plus et mieux accès à une société qui, sans ça, reste quand même une société qui peut être un petit peu fermée de par la culture asiatique, de par le fait que les Singapouriens nous voient toujours comme des gens un peu de passage en tant qu'expatriés. Ça, c'est un problème. La majorité des expatriés sont là pour 2, 3, 4 ans. Donc, logiquement, on nous regarde comme des gens de passage. Et puis, pour plein de raisons culturelles, les gens n'ont pas nécessairement envie d'échanger sur des choses très personnelles de leur vie et de la société. Voilà. De par ma formation, de par ma personnalité, je m'intéresse à la vie sociale et l'art contemporain, c'est un moyen privilégié de mieux comprendre la société et après de partager avec les autres que l'on a découvert. Chouette. Voilà. Et alors, comment donc là, pour toi, c'est finalement une big reconversion, quoi, plutôt, finalement, depuis le temps que tu y es aujourd'hui. Et c'est un peu un accomplissement global par rapport à tout ce que tu as pu créer en amont. Comment tu le vois? Alors oui, ça a quand même été une grande reconversion. Alors du fait aussi de ma personnalité, j'ai dit que je ne suis pas quelqu'un d'académique, mais je crois quand même un peu à la formation, au diplôme, au sérieux de ce qu'on fait. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé, il y a plein de gens qui m'ont dit mais tu n'as pas besoin de refaire des études. La plupart des galeries, ils sont pas historiens de l'art. Bon, en réalité, quand on regarde, il y a beaucoup de galéristes qui sont non seulement collectionneurs, mais ont effectivement une connaissance en histoire de l'art. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons galéristes qui sont avant tout des marchands, mais il y en a aussi qui sont des historiens. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire les choses de façon un peu sérieuse. Donc, j'ai commencé par faire la formation pour devenir guide bénévole au musée, où l'avantage, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui, par définition, avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc ça, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est important, là où on arrive, c'est de trouver un vecteur pour rencontrer des gens qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt. Donc moi, dans mon cas, c'est vrai qu'à Singapour, il existe
une association qui est l'association des Amis du musée. Donc, quand Oui. on s'intéresse à l'art et à la culture, quand on devient membre de cette association et qu'on rencontre les gens qui en font partie, par définition, on rencontre des Il y a un point gens, commun. Ouais. voilà, avec qui on a un point commun. Et puis, j'ai fait une formation extrêmement intéressante à New York, formation courte. Je suis allée pour un mois à New York faire une formation chez Sotheby's. D'accord. Et puis, je me suis inscrite au master en histoire de l'art à la Salle. Et là, je me suis spécialisée dans l'art contemporain birman et en particulier dans la pratique des femmes en matière d'art contemporain birman. Donc, c'est pour dire que j'ai quand même essayé de faire les choses un petit peu sérieusement, pas juste Ouais. par passion, parce que on dit toujours, c'est merveilleux de faire des choses qu'on aime et de faire les choses par passion, mais je pense que tout le monde a entendu parler de ce très beau film Marguerite. Donc, je pense quand même tout le temps à Marguerite. Il suffit pas d'avoir envie de chanter pour chanter. C'est Et ça. donc, On peut commencer sans, et puis après, on voit de ce dont on a besoin, en fait, hein, pour pouvoir s'enrichir. mais disons que c'est merveilleux quand on peut faire quelque chose par passion, mais il faut quand même savoir qu'il faut avoir quelques compétences et dans le domaine dans lequel on veut se Et en même temps, développer. c'est intéressant parce que, tu vois, là, tu disais, j'en suis à ma 10e reconversion. Là, j'ai fait le choix d'aller me former, etc. Mais mine de rien, il y a eu toutes ces autres reconversions avant sur lesquelles tu as pu t'adapter à chaque fois sans avoir besoin de Absolument. reprendre des études. Et ça, je trouve que c'est intéressant et important parce que souvent, tu vois, on voit la montagne et on se dit, mais si je me reconvertis ou si je change un peu ma ligne par rapport à ce que j'ai fait avant, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, et j'y arriverai jamais, quoi. Globalement, c'est ça. Donc, on se bloque et on arrête. Enfin, on arrête de se mettre en mouvement, tout simplement. Et là, on C'est voit vrai. que, voilà, il y a tout le temps ce mouvement-là dans toutes tes vies, j'ai envie de dire, parce que finalement, il y a eu plein de vies. Et que, voilà, sur ce projet-là, c'était important pour toi, etc. Puis, comme tu l'as dit, c'était en plus un projet passion. Donc, il y avait d'autant plus cette envie d'aller au fond des choses et d'en profiter, je dirais, même à travers ce projet-là. Et donc là, il y a eu la formation, mais c'est pas une obligation à chaque fois, quoi. C'est important, ça, je trouve. Oui, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit. D'abord, pour ce que tu as dit, comme quoi j'ai vécu plusieurs vies. Parce que je suis contente que tu l'aies compris sans que j'ai utilisé cette expression. Parce que je dis souvent, ce qu'il y a de merveilleux dans la vie que j'ai vécue, c'est que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Ouais. Vraiment plusieurs vies. Des vies qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différentes. Et ça, c'est quand même génial. Parce qu'on ne vit que plusieurs fois. Hein. Ouais. Donc, non, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment. Ça peut être un miracle de l'expatriation si on sait le tourner à son avantage, Ouais. faire tellement de choses qu'on n'arrive même pas à croire qu'on a pu faire ça dans une seule vie. Après, c'est vrai que c'est la première fois, après toutes ces années, que j'ai vraiment repris des études. J'essaye de réfléchir. C'est la première fois. Et tu as mis le doigt sur la réalité. Je dis que c'est parce que je voulais faire les choses sérieusement, mais en fait, je pense que tu as raison. Je pense que c'est parce que c'est la première fois que j'avais vraiment envie de passer du temps sur ce que j'aime. Ouais. Donc, ça Ouais. doit être mon mois à New York chez Sotheby's, où le matin, on avait des cours et où l'après-midi, on allait voir les galeries et visiter les studios d'artistes. Ça, c'est C'est un un mois de des rêve, quoi. de toute ma vie où j'ai Ouais. appris beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire que ça a été désagréable. Ouais. Il y a ça, et puis je trouve aussi que ce qui a été marquant dans tout ton parcours, c'est vraiment les rencontres, les rencontres, les rencontres. Enfin, je Oui, trouve que oui. enfin, en fait, d'ailleurs, et ça se retrouve aussi dans ton job d'aujourd'hui, en disant, en fait, moi, j'ai choisi aussi ce job parce que j'avais envie de rencontrer les Singapouriens, j'avais envie de travailler avec eux, j'avais envie d'avoir des points communs et de partager des choses avec eux. Et je trouve que peu importe la communauté travers laquelle on a envie d'échanger, hein, en fonction de nos expatriations, etc. Mais c'est ça qui nous enrichit, en fait. Hein, et c'est ça qui nous amène aussi à nous questionner sur qui on est, sur ce qui nous fait grandir et nous permettre de mieux nous connaître pour savoir mieux vers quoi on veut aller aussi et faire nos choix professionnels ou personnels. Mais en tout cas, ça me fait penser à Aurélie qui disait, moi j'ai été faire des rencontres avec des entrepreneurs au Portugal.
ben, ça m'a permis d'apprendre aussi d'eux, qui me guident, qui me disent mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, etc. Et j'ai énormément appris parce que moi, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Ben voilà, ça a été sa façon à elle, ben déjà d'apprendre les codes, de voir comment ça fonctionnait, là-bas, comment ça fonctionne. Ok, c'est beaucoup par le réseau, c'est beaucoup par les apéros, etc. Très bien. D'avoir des tips, d'avoir des contacts. Donc à chaque fois, un contact amène un contact, amène un contact. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on fait vraiment grandir ces projets. Et aujourd'hui, voilà, ça continue, en fait, peu importe où on va. Donc, et je trouve que quand on a pris cette habitude-là, comme tu l'as fait toi aussi quand tu es arrivé à Singapour, et puis tu le faisais déjà à Paris, tu l'as partagé, ben, on a cette capacité à rebondir parce qu'on sait réactiver, enfin, on sait créer, en fait, ces contacts-là pour aller chercher l'information dont on a besoin ou les projets dont on peut avoir besoin. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Oui, oui, oui. Ça, je pense que. Alors, c'est sûr que j'ai sans doute eu beaucoup de chance avec l'expérience à la Chambre de commerce. Parce que cette expérience à la Chambre de commerce, c'était par définition une expérience où on apprend à, Mm. à créer Mm. des contacts. Mm. Mm. Oui, Ouais. oui, oui. Je pense que c'est ça, c'est une des clés pour Ouais. se sentir mieux, pour évoluer, échanger de façon Mm. harmonieuse et satisfaisante. Oui. Ouais. Mm. Tout à fait. Super. Eh bien, merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager pour conclure à une personne voilà, qui se retrouve en expatriation, en reconversion, qui se questionne, qui est perdu, tu vois, qui doute énormément ou qui sait plus par quel bout prendre la chose pour s'épanouir de nouveau dans sa vie pro, quoi. Ah, mais vraiment, je pense que ce que je souhaite partager, c'est le fait que c'est une grande chance, l'expatriation, euh, et que il faut toujours regarder tous ceux qui sont passés par là avant, Mm. qui ont réussi à faire des belles choses à partir de situations difficiles. Et plus c'est difficile, plus il y a quelque chose qui va en sortir, hein, Ouais. parce qu'on est obligé de creuser un petit peu plus. Et donc, les racines vont être plus profondes et ça va être encore plus solide. Et, et donc, il faut pas croire à partir de toutes ces expériences que c'est simple, qu'il n'y a pas des journées difficiles, il n'y a pas des moments de découragement. Je pense qu'on est tous en Mm. proie à un moment ou un autre à ces découragements, à se demander pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Bon, je pense qu'il faut aussi savoir tenir le cap suffisamment longtemps et toujours garder une direction et se dire, ben voilà, tant que ce que je fais a du sens pour moi, il n'y a pas de raison. Ouais. Je vais y arriver. Ben, il y a des moments où les vents sont contraires, mais à ce moment-là, où il n'y a plus de vent, on prend la rame. C'est ça. Excellent. J'adore. Et puis ce C'est que parce tu as que je dit vous ai pas, je vous ai pas, je vous ai pas, je vous ai pas donné tous les éléments, mais parce que bien entendu, j'avais dit que je repartirais pas au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, mon mari est reparti, et moi je suis restée. Mais c'était un commun accord. ouais. C'était le deal. Et quand il a eu fini sa mission, il était bien content de revenir à Singapour, où il est Mm. maintenant. Donc Ouais. tout va bien. Ouais. L'important, c'est d'être au clair dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que parfois, ce qui est difficile, c'est d'avoir suffisamment de temps pour construire. Je pense que c'est ça qui peut être difficile dans certaines expatriations. Donc, c'est d'arriver à garder quand même un fil qui fait que on repart pas trop à zéro à chaque fois. Mm. Oui, c'est ça. Bon, là, moi, j'ai fait le choix de repartir à zéro sans repartir à zéro, parce que c'est ce que tu disais. Euh, En fait, j'ai construit sur toute l'expérience de mes années passées, et ce Ouais. que je fais est sans doute pas un travail de galériste traditionnel. D'abord, c'est autant un travail de commissaire d'exposition et d'agent d'artiste qu'un travail de galériste. Mm. Euh, alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est merveilleuse, qui est que
j'ai quand même dû, alors bien entendu, je n'ai pas donné un bon exemple avec le début de cette séance où je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à faire fonctionner le micro et la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai appris à faire toute seule sur mon site, sur les réseaux sociaux, des choses qui sont des choses pas tellement courantes pour ma génération. Mais là aussi, je ne sais plus qui le disait, il faut savoir s'appuyer sur les générations d'avant, les générations d'après, pardon, les jeunes. C'est pour ça que je disais, voilà, la richesse, il n'est de richesse que d'hommes. Hein. Donc, c'est les gens plus âgés dont l'expérience nous bénéficie, c'est les gens plus jeunes qui savent faire très très vite et beaucoup mieux que nous des choses qu'on met beaucoup de temps à faire, mais qu'on peut apprendre si on a envie d'apprendre. On peut tous tout apprendre. Donc, tant que pas malade, hein, tant qu'on n'est pas au fond de son lit. Mais tant qu'on n'est pas au fond de son lit, il faut continuer à avancer. Et puis je dirais que finalement, à chaque fois, tu savais, tu vois, il y avait le projet de vie, alors perso et couple, tu vois, mais tu savais pourquoi tu le faisais, en fait, dans quel objectif, tu vois, derrière. Et donc je pense que ça aussi, c'est un élément moteur et fondateur pour garder le cap dans les moments où justement il faut sortir la rame, quoi. Alors que si on ne sait plus trop pourquoi on est là, pourquoi on l'a fait, pourquoi on est parti, ben là, voilà, le tournis nous prend et la notion de projet, pourquoi je pars en fait, je pense qu'elle est essentielle et qu'elle soit, si on est seul, elle soit claire avec soi, mais si on est en couple, qu'elle soit claire pour le couple et qu'elle soit partagée. Si c'est vraiment que le suivi dans le sens je te suis et je n'ai à aucun moment donné partagé, je me désolidarise de moi-même, du couple, de tout, et finalement je me perds dans mon propre projet professionnel, quoi. Ça peut, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça peut pas marcher. Je pense qu'on peut très bien mener sa vie. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de mener une vie tout seuls, qui sont pas faits pour être en couple, et il y a aucun problème. Je pense que c'est merveilleux quand on a la chance de pouvoir être en couple. Mais là, effectivement, il faut. Je pense que la communication est essentielle et qu'il faut le plus tôt possible se mettre d'accord sur un projet qui n'est pas juste un projet pour 2-3 ans, mais si possible un projet à long terme pour savoir quand les moments de négocier des virages arrivent, comment on les négocie et que ce ne soit pas un truc qu'on fait dans l'urgence. Oui, qu'on part des mêmes bases, quoi. Alors, après, je pense que c'est aussi important avec les enfants, de parler avec ses enfants, non seulement de transmettre, mais d'être prêt à recevoir. Alors après, c'est vrai que pour recevoir, il faut avoir commencé par donner. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours tenu à avoir mon activité professionnelle, mais parce que j'avais quand même été assez blessée par l'absence de ma mère dans les premières années de mon existence, j'ai toujours essayé d'avoir du temps dans les moments essentiels. Et j'ai quand même toujours essayé d'écouter les choses qu'on me disait qui me dérangeaient. Donc, parler de toutes ces personnes qui me disaient ce que tu fais, c'est n'importe quoi, tu ne t'occupes pas de tes enfants. Et bon, j'ai quand même essayé d'écouter. La vie m'a toujours donné des chances extraordinaires, notamment quand elle m'a un petit peu ralenti dans mon activité professionnelle au moment de l'adolescence, qui pour moi est un moment crucial. Pour moi, s'il y a un moment où les enfants ont besoin de nous, c'est à ce moment de l'adolescence, quand ils prennent des décisions qui vont être décisions qui vont avoir des conséquences sur toute leur vie. Donc, quand ils sont petits, quand ils sont bébés, il faut qu'ils sentent notre affection, mais quand ils dorment, ils dorment. Hein. Quand ils rentrent du lycée et qu'ils ont besoin de parler, si on n'est pas là ou si on n'est pas prêt à les écouter, on ne va pas avoir un moment où on a dit « Maintenant, mon petit, tu vas me parler. J'aimerais bien savoir comment va ta vie. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On a les ados, ils ont envie de nous parler. Et là, on est prêt à les écouter. Et donc, après, puisque moi, j'en suis déjà là avec des enfants qui sont des adultes, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un peu semé. Il y a aussi une moisson.
Et donc, il y a plein de choses qu'on continue à apprendre. On a appris à ses enfants. Et il faut avoir aussi l'humilité d'apprendre de ses enfants. Et de temps en temps, quand des enfants me disent « Mais maman, c'est pas comme ça que tu dois faire », là, je m'énerve un peu. Je dis « Non, mais attends, je sais ce que je veux faire. » Mais je réfléchis et je me dis « En fait, ça, c'est plus leur domaine que le mien. Peut-être qu'ils savent. » Et c'est là aussi où il y a l'humilité par rapport à ses enfants, mais qui rapporte beaucoup parce que par définition, ils savent des choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est génial. Et si eux sont prêts à prendre le temps pour partager ça avec nous, être assez malin pour prendre le temps pour les écouter. Ah, c'est chouette. Mais merci parce que c'était vraiment un beau partage avec justement plein de rebondissements, enfin plein d'expériences différentes à chaque fois. Donc je trouve que c'est très nourrissant pour chacun et chacune de pouvoir aller voilà piocher aussi dans ce que toi tu as vécu et puis d'aller dire tiens ça me parle, moi effectivement je pourrais aller m'inspirer de ça ou plutôt de ça et comment je peux prendre de ton expérience Marie-Pierre du coup l'élan pour moi-même me reconvertir et aller vers cette reconversion qui me ressemble aussi et qui est en accord avec ce que j'ai envie de vivre en fait parce que je crois que ce qui est important c'est que chacun soit dans sa propre spécificité, diversité et soit vraiment en accord avec ce qu'il veut faire dans le pays où il est, dans le contexte dans lequel il est et par rapport à ce qu'il a envie de projeter et de vivre globalement dans sa vie, quoi. Donc vraiment un grand merci. Je mettrai, si tu es d'accord, le lien vers ta galerie, peut-être, pour que les gens puissent aller voir aussi ce que tu fais, si tu es d'accord, ou un autre lien, tu me dis. Oui, oui, bien sûr, aucun problème. Et puis, effectivement, c'est ce que j'espère. J'espère que mon témoignage aura servi à encourager tous ceux qui l'écoutent à se dire que c'est toujours possible. Quand on veut, c'est possible. C'est vraiment ça que j'ai essayé de partager. Et que voilà, si certaines personnes souhaitent me poser des questions, je serai toujours disponible. Et puis, si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à nous poser des questions en dessous et on y répondra et on reviendra vers vous en fonction. Donc, l'idée, c'est et vraiment, je suis désolée du problème technique qu'il y a eu au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des ondes négatives qui pesaient sur... C'était pas prêt. Oui, ça doit être ça. Ça marche. Merci Anne. À bientôt. Au revoir.